à tous. Aujourd'hui, on reçoit Jean Wolf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat général honoraire à la Cour de cassation et vous avez eu pendant de nombreuses années des responsabilités au sein de l'Église de la confession d'Augsbourg en Alsace-Lorraine. Et on vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre livre sur l'Église protestante mixte d'Algérie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Église protestante mixte d'Algérie? Eh bien, l'Église protestante mixte d'Algérie, c'était un mystère pendant longtemps parce que on l'avait complètement oublié. Et j'ai découvert cette Église tout à fait par hasard quand j'étais vice-président du directoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg. J'ai été amené à faire des recherches dans les archives de cette Église et je suis tombé par hasard sur 3 cartons qui concernaient le consistoire d'Alger et les paroisses luthériennes d'Algérie. Sur votre livre, il est indiqué 1830-1908. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur le choix de cette période? Oui, c'est très clairement d'abord parce qu'en 1830, c'est la prise d'Alger et que déjà dans le corps expéditionnaire, il y avait des protestants. Et puis 1908 parce que c'est l'année où est entrée en vigueur en Algérie la séparation de l'Église et de l'État, c'est qui a entraîné l'éclatement de l'Église protestante d'Algérie, les paroisses se rattachant aux 4 unions d'églises qui s'étaient constituées en métropole à la suite de la loi de 1905. Alors, la présence juive puis chrétienne en Algérie est pas récente, hein, évidemment. Alors, comment est née cette église protestante en Algérie à cette époque que vous nous décrivez dans votre livre? Dès la prise d'Alger, la Société des missions de Paris avait préparé 2 jeunes missionnaires pour aller en Algérie. Mais le gouvernement français ne voulait pas de mission en Algérie auprès des musulmans. Donc, la Société des missions de Paris a renoncé. Mais un peu plus tard, la Société de Toulouse, qui a envoyé le premier pasteur à Alger, Napoléon Roussel, qui était un revivaliste, c'est lui qui a fondé, en quelque sorte, la paroisse d'Alger, alors purement réformée. Voilà, ça a commencé comme ça, et puis ça s'est développé. Et comme en Algérie, la majorité des immigrés protestants étaient des Suisses, des Allemands ou des Alsaciens, donc des germanophones souvent, peu à peu, cette église est devenue mixte. Lorsque le roi Louis-Philippe a créé le consistoire d'Alger en 1839, c'était initialement un consistoire réformé. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il y avait un déséquilibre et qu'en réalité, les luthériens devenaient majoritaires. Et en 1842, une nouvelle ordonnance royale a créé 2 oratoires à Oran, réformés, et à Deli Ibrahim, luthérien. Et à partir de là, l'Église est devenue mixte. Dans votre livre, on voit bien que l'histoire de cette église protestante mixte était un vrai mélange entre foi, politique, diplomatie. Quel était le statut de cette église par rapport à l'État? C'était une église d'État. C'est l'État qui a créé le consistoire, c'est l'État qui a créé les oratoires, et à chaque fois, c'est l'État qui a créé des postes de pasteurs qu'il payait. D'ailleurs, plus qu'en France métropolitaine, mais c'est normal, la vie était beaucoup plus chère en Algérie qu'en métropole. Et donc, ça a été jusqu'en 1908 une église d'État. C'est surtout les autorités algériennes, et en particulier le gouverneur général, qui intervenait éventuellement si nécessaire. Dans votre livre, vous parlez de conflits à un moment donné entre les réformés et les luthériens. Comment est-ce qu'ils ont réussi à résoudre ces conflits pour finalement arriver à une église unie d'Algérie? Les conflits sont nés peu à peu et ils ont été souvent davantage des conflits de personnes que des conflits théologiques ou confessionnels. Pendant longtemps, les luthériens se sont sentis un peu brimés parce que dominés par les réformés. C'est en effet les protestants venant du midi de la France qui étaient les plus aptes à siéger au consistoire d'Alger parce qu'ils avaient
la connaissance du français, la culture, la formation. C'était souvent des officiers, des administrateurs, des juristes, et les luthériens qui étaient gênés par la question de la langue, accédaient fort peu au consistoire. Donc ils se sont sentis longtemps un peu dirigés et brimés par les réformés. Mais au fur et à mesure que l'Église s'est étendue, que des paroisses luthériennes ont été créées, l'équilibre s'est instauré peu à peu, jusqu'à la réforme de 1859, où là, le gouvernement a imposé une égalité des confessions dans le consistoire d'Alger et dans les conseils presbytéraux. Et c'est en 1867 qu'un nouveau décret gouvernemental a institué la parité. Consistoire et conseils presbytéraux devaient être mixtes. Et les consistoires étaient présidés alternativement par le pasteur réformé et par le pasteur luthérien tous les ans. Finalement, le développement de l'Église protestante d'Algérie s'est vraiment fait en même temps que le développement de la colonie française en Algérie. Est-ce que on peut voir des parallèles entre les deux développements? Ah, tout à fait. Au fur et à mesure que la conquête progressait, la colonisation aussi. Au début, les colons les immigrants, c'était pas des colons, les immigrants étaient à Alger. Et puis, peu à peu, ils sont étendus dans la Mitidja, c'est-à-dire cette grande plaine, à l'époque marécageuse, qui entourait Alger. Et là, ça devenait des colons. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement de la conquête, les colons sont allés de plus en plus vers l'intérieur. Donc, il y a vraiment une ligne commune, hein, ça évolue en même temps. Qu'est-ce que cette histoire du protestantisme en Algérie peut nous apprendre du protestantisme aujourd'hui en Algérie? Est-ce que vous avez pu tirer des enseignements de ce qui s'est passé par rapport à l'histoire actuelle du protestantisme en Algérie? Ce qui m'a frappé quand j'ai étudié toutes ces archives, c'est que finalement, l'Église protestante d'Algérie n'a pas fait de mission. Elle s'est désintéressée des musulmans, des indigènes musulmans, et en fait, compte tenu de la réticence des autorités françaises qui ne voulaient pas qu'on titille les musulmans parce qu'on craignait toujours des révoltes ou des réactions, donc l'Église protestante mixte n'a pas fait d'évangélisation auprès des indigènes. Si bien que, on peut dire qu'elle a manqué quand même à une partie de sa mission. Mais il y a eu, heureusement, des entreprises missionnaires qui sont venues indépendamment de l'Église protestante mixte, qui ont envoyé des missionnaires en Algérie. Et je crois que si actuellement, aujourd'hui, le protestantisme se développe en Algérie, c'est la suite de l'action de ces missions, beaucoup plus que de l'Église protestante mixte d'Algérie. Dans votre avant-propos, vous nous expliquez que vous n'avez pas de lien particulier avec l'Algérie, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qui vous a accroché et passionné dans ces recherches? Écoutez, c'est l'aspect. Je suis juriste. Alors, c'est d'abord l'aspect juridique de cette Église mixte, c'est-à-dire qui dépendait à la fois de l'Église réformée de France et de l'Église de la Confession d'Augsbourg, et qui avait localement des paroisses réformées, des paroisses luthériennes, et qui fonctionnait en Algérie de façon mixte. Alors ça m'a beaucoup intéressé. J'ai essayé de reconstituer ce système en pensant justement que ça pouvait être un modèle parmi d'autres auquel il fallait réfléchir. Merci beaucoup Jean Wolf. Vous retrouverez de très nombreuses informations dans ce livre, donc l'Église protestante mixte d'Algérie, que vous avez écrit. Dans la première partie, une grande part chronologique sur l'installation de cette église, et dans la deuxième partie, des focus un peu sur les paroisses, les écoles, la vie des pasteurs, la vie des paroisses. Voilà, donc je vous encourage vivement à découvrir ce livre. Merci beaucoup.